On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode dont On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Hervé Claudet. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent. Hervé, tu vas nous raconter l'histoire de La Vie Active. Oh là là. Mais avant que l'on parle de ces 60 ans d'histoire, 61 ans exactement, peux-tu te présenter en quelques mots pour nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Alors c'est tout simple, je suis un enseignant de base qui a professé auprès des enfants déficients intellectuels dans le cadre d'instituts médico-professionnels pour commencer. Et puis je suis devenu, par la force des choses, directeur d'établissement spécialisé. J'ai donc été amené à diriger dans un premier temps un IM Pro. J'ai ensuite ouvert l'entreprise adaptée de Souchet, le foyer d'hébergement de Souchet. Et ensuite, je suis devenu directeur de CAT, comme on disait à l'époque, Centre d'aide par le travail, et que l'on appelle aujourd'hui ESAT, Établissement et Services d'aide par le travail. Aujourd'hui, tu es retraité ? Aujourd'hui, je suis retraité. Je suis arrivé au sein de La Vie Active en 1972, à une époque où elle ne s'appelait pas encore comme ça. Alors justement, Hervé, nous allons parler de l'ALEFPJ, qui est l'ancien nom de La Vie Active, et ça tombe bien, je crois qu'en février 1964, c'est justement la création de l'ALEFPJ. Hervé, nous sommes tout oui. Alors c'est le 11 février 1964, effectivement, qu'un groupe de militants au sein du syndicat national des instituteurs a créé cette association qui s'appelait à l'époque et à la fondation Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle de la jeunesse. C'est donc le 11 février 1964 que les statuts de l'ALEFPJ ont été déposés en préfecture à Arras, sous l'égide du président fondateur qui s'appelait Pierre Talleux et qui a présidé à cette association pendant une vingtaine d'années. Alors, dès les années 60, il y a déjà un fort développement. C'est ça qui est absolument incroyable. 64, c'est la création, comme tu le dis à l'instant même. Et puis, quelques années après, ça se développe très vite. Alors, ça se développe très vite pour la bonne et simple raison qu'en 1968, il y a eu des événements au sein de la nation française, des événements avec des grèves générales qui ont amené les syndicats à organiser ce mouvement, et le syndicat national des instituteurs en particulier a fait en sorte que ces journées de grève soient payées. Et en échange, les instituteurs ont été sollicités pour verser une journée de salaire qui a permis de créer, de constituer le premier pactole lançant l'ALEFPJ dans son destin et vers ses chemins qui l'amène aujourd'hui à être une association reconnue d'utilité publique, mais ça on en parlera un petit peu après. Là, nous sommes en 1968, tu viens de le dire, les fameux événements. Nous sommes en 1968, effectivement, suite aux événements de grève nationale qui ont fait que les instituteurs ont été sollicités pour apporter une journée de leur salaire pour créer ce pactole de l'association de départ. Instituteur, c'est important parce que un instituteur, ça vient du latin instituo. Instituo, ça veut dire qui institue, qui fait tenir debout. Ce qui signifie qu'on s'attache dès le départ à la personne. On ne crée pas un centre d'information ou un centre de formation. On crée tout un environnement où la personne est au centre du débat et permet d'être prise en compte dans toute sa globalité et dans toute sa spécificité. Justement, cette souscription de 1968, tu le dis, c'est une journée qui est donnée par les instituteurs, comme on les appelait à l'époque, mais sachez-le, chers auditrices et auditeurs, cela permet quand même de créer 18 établissements pour enfants déficients intellectuels. Alors,
pour des instituteurs, je trouve, entre guillemets, qu'ils ont un petit peu le sens des affaires et du développement. Je trouve ça absolument incroyable parce que tu parlais de remettre les gens debout, mais là, ce sont nos enfants en situation de handicap, comme on le dirait aujourd'hui. C'est incroyable quand même, hein. Alors, c'est pas autant étonnant que cela. En fait, les instituteurs ont pris conscience qu'il y avait une prolongation de l'obligation scolaire à l'époque, c'est-à-dire que l'obligation de scolarité passait de 14 à 16 ans et que rien n'était prévu pour ces jeunes adolescents qui sortaient des semi-internats médico-pédagogiques départementaux. Donc pour les enfants de cette tranche d'âge de 14 à 16 ans, rien n'était prévu par l'éducation nationale, ce qui a amené les instituteurs à créer ces nouveaux instituts médico-professionnels, comme on les a appelés à l'origine, instituts médico-professionnels qui étaient d'ailleurs tous dirigés par des enseignants, par des instituteurs spécialisés au départ. On avance d'une petite année, 1969, c'est justement le siège à Arras où nous nous trouvons, rue Beffara. Tout à fait. Alors en 1969, l'association s'installe au cadre de la rue Beffara avec un directeur général qui s'appelait à l'époque directeur administratif et technique et dont le nom était Georges Mélier. Georges Mélier qui a présidé aux destinées de l'association pendant plusieurs années. On fait un petit bond en avant, nous sommes dans les années 70. Tu arrives, toi, en 1972, comme tu l'as dit. Oui, j'arrive en 1972 et à cette époque-là, donc on assiste au développement non seulement des instituts médico-professionnels, mais aussi un nouveau type d'établissement puisqu'il fallait assumer la continuité de la prise en charge de ces personnes qui, devenant jeunes adultes, entraient dans le monde professionnel plus que dans le monde de l'éducation. Et 2 centres d'initiation au travail ont été créés à partir de cette année-là. Un centre sur Hermie et un autre sur Nolay-Mines, centre d'initiation au travail qui étaient les précurseurs des fameux CAT que l'on a connus ensuite. Et qu'on en appelle aujourd'hui des ESAT. Établissements et services d'aide par le travail. L'important étant de dire que un centre d'aide par le travail ne s'adresse plus et ne s'intéresse plus uniquement qu'au travail, mais s'intéresse également à tous les services qui gravitent autour du travail. C'est-à-dire que auprès de la personne, il y a non seulement le travail, mais il y a aussi l'hébergement, assumer le suivi social, le suivi sanitaire. Donc c'est tout un ensemble de services qui se met en place et donc plus et uniquement une entreprise. J'ai l'impression que les années 70 et 80, c'est quelque part, entre guillemets, les années de la diversification. Parce qu'on n'est plus uniquement sur des publics de jeunes qui sont en situation de handicap. Là, ça s'ouvre nettement plus. Oui, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'on s'adresse plus à l'ensemble des services qui touchent la personne, puisque on va développer l'ensemble de ces services pour prendre en compte toutes les parties qui concernent le développement de la personnalité, de la personne, de l'individu, à la fois dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie sociale. Donc l'ensemble de ces services vont se mettre en place, vont se développer à partir des années 72 pour pouvoir prendre en compte, je dirais, toute la dimension de l'individu, je dirais presque de la naissance jusqu'à la fin de vie, puisque dans le cadre des établissements qui vont se mettre en place, il y aura par la suite les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, par exemple, qui vont être développés à la fois dans le département du Pas-de-Calais, mais aussi hors département, puisque les EHPAD touchent également la région parisienne. Il y en a 3, en effet, et nous avons eu le plaisir d'avoir dans On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active, le formidable Nordine Bagdadi, que l'on salue. Tout à fait, Nordine, qui dirige l'EHPAD d'Épinay-sur-Orge depuis maintenant plusieurs années, oui, effectivement. Hervé, j'avance dans les années 80. Oui.
1982, Monsieur Talleux, le premier président, le fondateur, passe la main à Monsieur Ulysse, qui va faire une période de transition de 2 petites années. C'est ça, Christian Ulysse a assumé la continuité de la mise en œuvre de l'ALE-FPJ. Christian Ulysse était lui-même aussi secrétaire général du SNI, du Syndicat national des instituteurs, donc c'était la continuité de Pierre Talleux, avant que Christian ne passe le relais à Jean-Marie Alexandre, où là, on a commencé à développer de façon très intense et très intensive les différentes structures, les différents types de structures que l'association aura à gérer. 1984, comme tu viens de le dire à l'instant même, Monsieur Alexandre Jean-Marie arrive, et là, c'est le grand développement. Et puis, il y a aussi, en 1988, un changement total, mais je te laisse nous en parler justement. Oui, alors, en 1988, effectivement, on avait une association qui s'appelait ALE-FPJ, Comité départemental APAJH. Ça veut dire que c'était un sigle totalement obscur, dont personne ne connaissait les orientations. On ne savait pas si c'était une association, une société de pêcheurs à la ligne ou une association plus spécifique et plus spécialisée. Donc Jean-Marie a eu l'idée de rebaptiser cette association sous le vocable de la vie active, qui était quand même un peu plus accessible, je dirais, au commun des mortels presque. Oui, je te remercie, parce que moi-même qui ne suis pas de la vie active, ALE-FPJ, et je ne dirais pas ce qu'il y avait derrière, c'est extrêmement difficile à prononcer. Ça prend à peu près 30 secondes déjà quand on se présente. Tout à fait. L'important, c'était aussi de dire que l'ALE-FPJ était une association départementale, alors que l'APAJH était une association nationale. Donc, le fait que l'ALE-FPJ devienne le comité départemental APAJH, ça avait quand même une certaine importance sur le plan juridique, parce que l'on avait une reconnaissance à l'échelon national à ce moment-là. Oui, enfin, il vaut mieux dire la vie active. Il vaut mieux dire la vie active, effectivement. Ouais. Merci, parce que j'ai bien peur que tu aies perdu quelques auditrices et auditeurs. Alors là, justement, sous l'égide de Jean-Marie Alexandre, c'est un développement. Un très, 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 très fort développement. Il y a ce nouveau nom, la vie active. Oui. Explique-nous un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que tu as vécu ça très pleinement. Ça fait quand même en 1988 16 ans que tu es arrivé. Tu commences à prendre toi-même des responsabilités encore plus fortes. Raconte-nous un petit peu cette période qui est vraiment la période de développement. Et puis on arrivera au tout début des années 2000 avec la reconnaissance d'utilité publique. Mais oui, raconte-nous déjà ces années 80-90. Alors, c'est surtout la prise en compte, comme je le disais auparavant, des différents services qui vont pouvoir se mettre en place autour de la personne. Il ne s'agit plus uniquement de prendre en compte la déficience intellectuelle, mais déjà tout type de déficience ou de handicap, puisque on a pu ouvrir des établissements qui accueillaient des déficients, comment dirais-je, physiques. On a également mis en place des structures accueillant des déficients auditifs, des déficients sensoriels, des déficients moteurs, des déficients qui présentaient des troubles de comportement de style autisme. Donc tout ce type d'établissement s'est développé avec des spécificités de prise en compte des déficiences et des déficits de la personne, des déficits sensoriels, des déficits psychiques, des déficits psychologiques, donc tout ça fait que, et intellectuels, tout ça fait que l'étendue, le champ d'action de nos différentes structures s'est considérablement développé à partir de cette date où Jean-Marie a pris en compte l'association. À partir de cette période et de ce très fort développement, comment se sentent les salariés justement à cette période-là? Ils doivent être extrêmement fiers de voir leur structure dont ils défendent les couleurs progresser de cette manière-là. Absolument. De toute manière, c'est valorisant que de voir une association être reconnue par l'ensemble des instances publiques et autres, faire en sorte que l'ensemble des structures qui prennent en compte les différents usagers, comme on les appelle maintenant, prennent en compte les différents usagers, que ces structures soient reconnues comme des structures
très professionnel et à même de prendre en considération et de prendre en compte tous les développements de personnalités, aussi divers et variés soient-ils. Et puis on est en 2002, tu as la reconnaissance par excellence. Effectivement, puisque c'est en 2002 que l'association est reconnue d'utilité publique, ce qui lui confère effectivement une reconnaissance à l'échelon national, mais qui lui confère aussi d'autres possibilités de développement, en particulier la possibilité de recevoir des legs, de recevoir des dons. On était à l'origine une association à but non lucratif, mais chacun sait que pour le développement, il faut des moyens et que le fait d'obtenir des moyens spécifiques et divers et variés, c'est pas négligeable pour amener à ce que le développement de l'association soit de plus en plus affirmé. 2002, l'association, comme on vient de le dire, est reconnue d'utilité publique et toi, ça fait pile poil 30 ans que tu travailles à la vie active. Comment est-ce que tu te sens à l'époque ? Alors, il y a un sentiment de fierté, bien évidemment, d'avoir vu cette association presque depuis l'origine se développer de telle manière qu'aujourd'hui, elle est non seulement reconnue, mais aussi reconnue par ses pairs et reconnue par toutes les autres associations qui gravitent autour du même projet et gravitent autour des mêmes objectifs, c'est-à-dire la prise en charge et la prise en compte des personnes déficientes, quelle que soit la déficience. Je dis cela parce que j'ai été amené à ce moment-là de faire partie d'un groupement qui existe encore aujourd'hui, qui est un groupement qui s'appelle le GEAC, c'est-à-dire le groupement économique pour l'action et la concertation, qui rassemblait l'ensemble des organismes gestionnaires d'établissements médico-sociaux, en particulier l'ensemble des structures de travail protégées au sein du département du Pas-de-Calais, et la vie active était membre active, c'est le cas de le dire, de ce groupement qui fédérait un petit peu les actions de l'ensemble des associations gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux. On fait un petit bond en avant de 10 ans, et là, il y a encore du changement. Monsieur Alexandre laisse la place à Monsieur Duconseil, qui est aujourd'hui le président de l'association. Alors, Alain Duconseil est arrivé effectivement en 2012. On est aujourd'hui, alors avec Alain Duconseil, on est aujourd'hui une association de plus de 4000 salariés, et à ces 4000 salariés, il faut aussi ajouter un petit millier de travailleurs handicapés qui permettent de conforter, je dirais, la représentativité de la vie active. Hervé, tu as pris ta retraite en quelle année ? Alors j'ai pris ma retraite en 2012, le 11 septembre. Depuis cette dizaine d'années que tu es retraité, tu suis toujours la vie active et tu viens de nous raconter avec vraiment beaucoup de maestria cette histoire de cette magnifique association. Tu regardes maintenant l'association d'un tout petit peu plus loin, avec ce recul. Qu'est-ce que tu dirais sur la vie active ? Qu'est-ce que je dirais sur la vie active ? Je dirais que c'est une association merveilleuse dans laquelle on a intérêt à poursuivre le militantisme qui a animé les fondateurs, puisque c'est aussi avec énergie et avec militantisme que l'on pourra progresser dans le développement de notre association, parce que on n'est pas arrivé au terme de ce développement. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à mettre en œuvre, beaucoup de choses à mettre en place, que ce soit au sein du département du Pas-de-Calais, mais aussi hors département. Tout à l'heure, on évoquait la gestion de structures type EHPAD en région parisienne, mais il y a aussi d'autres orientations qui sont à prendre en compte. Je pense en particulier à la dimension humanitaire qui a été développée il y a de cela quelques années pour le département du Pas-de-Calais autour de l'agglomération calaisienne, mais que cette dimension humanitaire a été connue et reconnue par les instances publiques, puisque l'association est maintenant sollicitée pour développer ce type de service, je dirais, hors des frontières métropolitaines même. Alors justement, Hervé, si tu avais, par exemple, une baguette magique pour faire avancer les choses, pour
pour la vie active bien entendu, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, si j'avais une baguette magique, j'essaierais de faire en sorte qu'elle bénéficie et qu'elle puisse disposer de moyens complémentaires lui permettant de développer l'ensemble des projets et des objectifs qu'elle a dans son projet d'établissement, comme dans son projet associatif plus exactement, puisque beaucoup de choses sont encore en réflexion, beaucoup de choses sont encore en devenir, et que pour que tout cela se mette en œuvre, il faut des moyens. Donc si j'avais une baguette magique, j'essaierais de faire en sorte que la fée nous confie les possibilités économiques de pouvoir développer nos aspirations. D'ici à 2040, comment tu vois la vie active ? Tu la vois partout sur le territoire ? Alors, partout sur le territoire, pourquoi pas ? Il faut que le développement soit réfléchi, raisonné, raisonnable, et que les moyens de ce développement soient mis en œuvre de telle manière que l'avenir puisse être ouvert. Hervé, j'ai 2 dernières questions pour toi. Maintenant que tu as pris ta retraite, après de très belles années de bons et loyaux services, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui ? Alors, ce que je fais de beau aujourd'hui, juste après mon départ à la retraite, le président m'a sollicité pour effectuer un certain nombre de missions particulières auprès des établissements. Donc, c'est encore une retraite active, puisque je suis amené à intervenir parfois dans certains établissements pour observer la manière dont les choses s'organisent, pour observer la manière dont on peut améliorer, dont on peut aider les collègues directeurs aujourd'hui pour les amener à souffrir un peu moins dans cet espace très particulier qui est la prise en charge de personnes déficientes. Ma dernière question, et c'est de très très loin la plus difficile. Si je te dis la vie active, Hervé, que me réponds-tu du tac au tac ? Formidable. Eh bien écoute, nous allons nous quitter sur ce formidable. Je tiens à le dire, tu as été un formidable conteur de l'histoire de la vie active, qui est loin d'être terminée, puisqu'après tout, elle n'a que 61 ans, cette magnifique association, et j'espère qu'elle en aura 200, 300 ou 400 ans, et puis peut-être qu'elle sera partout à travers le monde, qui sait. On ne sera pas là pour le voir, mais d'autres le feront à notre place. Exactement. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, quand on entend un homme aussi formidable que Monsieur Hervé Claudet, un retraité très 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 actif, vous l'avez bien compris, eh bien, quand on entend un homme formidable comme Hervé, on peut soit laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, soit laisser 5 étoiles sur Spotify. Mais surtout, vous pouvez soutenir la vie active. Comment soutenir la vie active ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous allez sur le site vieactive.fr, vous allez en rubrique « Faire un don » et là, vous donnez ce que vous voulez. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de petits dons, donc allez-y, parlez-en à vos amis. L'association La Vie Active a besoin de votre soutien. Hervé, je te remercie, c'était absolument formidable. Merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.